Bonjour, je suis Michel Jérôme, je suis très heureux de vous accueillir et de présenter pour la Sfen cette convention L'essor des territoires en Normandie. Pour la première fois, cet événement se décline partout en France sous la forme de webinaires, comme cet après-midi, organisé par les groupes régionaux de la Sfen. L'idée est de permettre aux acteurs locaux de discuter, d'échanger sur la valeur apportée par l'énergie nucléaire dans les différentes régions de France, tant d'un point de vue des bénéfices pour l'environnement qu'en matière de retombées économiques. On évoquera beaucoup l'emploi aussi aujourd'hui, cet après-midi. L'événement s'est ouvert par une session nationale avec ensuite des déclinaisons régionales. C'est le cas en Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne et donc en Normandie cet après-midi. Heureux d'être avec vous et de vous présenter celui qui a préparé les 2 tables rondes auxquelles vous allez pouvoir assister, Jean-Michel Mage. Vous êtes président du groupe régional Basse-Normandie de la Sfen. Bonjour. Bonjour et bienvenue à tous pour ces tables rondes l'essor de nos territoires. Je voudrais rappeler que la Normandie et le nucléaire, la Normandie est une région pionnière dans le développement du nucléaire, plusieurs dizaines de milliers d'emplois, une production largement excédentaire d'électricité d'origine nucléaire par ses 3 sites EDF, de Flamanville, de Paluel, de Penly, et puis l'accueil du nouveau nucléaire, du nouveau nucléaire au travers de l'EPR. Avec Orano-Lag, c'est un site unique au monde de recyclage des matières nucléaires, de conditionnement de résidus. Et enfin, avec Orano et Lag, le recyclage économise la matière première de l'énergie. Dans un monde où l'électricité et l'hydrogène sont appelés à jouer un rôle prépondérant, le nucléaire, et particulièrement le nucléaire normand, doit être un atout maître. Dans un monde où l'énergie et l'électricité doivent être décarbonées, le nucléaire est une solution incontournable de la réussite de notre avenir. Le nucléaire, c'est l'énergie, mais c'est aussi la santé. Les rayonnements, les molécules radioactives et certains isotopes participent aux traitements médicaux pour notre guérison. La Normandie et Caen sont particulièrement actifs dans ce domaine. Enfin, la Sfen, forte de 3600 adhérents, est présente en France comme à l'international. La Sfen a pour mission de développer les connaissances de toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'énergie nucléaire, des bénévoles, des sections techniques, des groupes régionaux, nationaux et internationaux, ainsi que des groupes de jeunes. Sfen Jeune Génération participe à la construction de la filière nucléaire d'aujourd'hui et de demain. Enfin, en Normandie, la Sfen, c'est une centaine d'adhérents. Mais je ne vais pas monopoliser votre temps et je vais laisser la parole à nos intervenants. Enfin, je redonne la parole à notre animateur. Merci à tous et bonne écoute. Merci beaucoup Jean-Michel. Vous restez avec nous évidemment, comme vous tous derrière votre écran, derrière votre clavier. Vous pouvez participer, vous écouter et pour interagir, vous nous envoyez des questions. Vous n'hésitez pas, vous les postez. Tout est indiqué, tout est très simple. Vous êtes tous témoins et nous avons même un grand témoin, ou plutôt une grande pour témoigner. Députée de la Manche, nous sommes avec Sonia Crimi. Sonia Crimi, bonjour. Vous êtes député La République En Marche de la Manche. Est-ce que vous m'entendez? Ah, apparemment on vous a perdu, c'est ce que j'étais en train de comprendre en voyant l'image fixe. Sonia Crimi, députée La République En Marche de la Manche. Plus exactement, on est tout là-haut dans le Nord Cotentin. Un territoire, Sonia Crimi, ravi de vous recevoir. J'étais en train de dire aux participants que vous êtes député La République En Marche de la 4e circonscription de la Manche. C'est tout là-haut, dans le Nord Cotentin. Et c'est un territoire, évidemment, avec Cherbourg, avec La Hague, où le nucléaire est une chose importante pour l'économie, pour l'emploi, pour la vie en général. Quel est justement, et c'est le rôle du grand témoin cet après-midi, quelle est la vision, quel est le regard que vous portez sur le nucléaire, vous l'élu, vous la députée? Il faudrait que vous activiez votre micro si cela n'est pas fait. Parfait, c'est fait. Voilà, ça y est. Maintenant, alors, je vous redis bonjour.
Bonjour. Alors d'abord, je suis très très honorée, très heureuse de participer à cette table ronde, très honorée parce que je me considère comme une fille du nucléaire. Je vais dire cela tout en gardant bien évidemment ma liberté d'expression en tant que députée aujourd'hui et ma liberté de représenter tous les habitants de la 4e circonscription de la Manche. Mais ceci n'enlève pas le sujet qui est un sujet hyper important, quelle que soit fille du nucléaire ou pas, et n'importe quel député ou élu de la circonscription de la 4e en tout cas, il doit s'intéresser à ce sujet. Il m'est demandé aujourd'hui de prendre la parole devant vous pour partager avec vous la vision du gouvernement, ce qu'on m'a précisé concernant l'énergie. Moi, je vais rectifier un peu et dire que je vais vous présenter aujourd'hui la vision de la majorité à l'Assemblée aujourd'hui. Donc, avant de commencer mes propos, je souhaite souligner la particularité de notre territoire. Je pense que les autres interlocuteurs le rappelleront aussi, mais je ne cesse de dire partout que la Normandie est une terre d'accueil du nucléaire en France. La filière compte, on le dit, entre 28 000 et 30 000 emplois directs et indirects. Ils sont répartis sur l'ensemble du territoire. Dans le futur, avec l'arrivée de l'EPR, est très important, vous l'avez rappelé dans vos propos préliminaire par rapport à l'emploi. Donc moi, j'aimerais toujours rappeler que l'arrivée de l'EPR, le réacteur de 3e génération, aujourd'hui, elle sera la 2e région la plus nucléaire du monde. Nous sommes proches de la mer, qui est un élément indispensable pour le bon fonctionnement des réacteurs. Les sols normands sont aussi riches en calcaire et peu sujets aux risques sismiques, assurant ainsi une stabilité remarquable aux installations nucléaires. Je salue le travail que l'Andra d'ailleurs fait à côté de notre chère usine Orano. Je rappelle toujours que nous disposons également de l'usine. Alors, beaucoup de personnes me posent la question ici à l'Assemblée, c'est quoi? Ça s'appelle des déchets, ça s'appelle des combustibles nucléaires usés, gérés par Orano. Je le rappelle toujours sur le site de l'AG. Je rappelle toujours que l'AG est la vitrine mondiale du recyclage aussi. C'est important de le dire, même si cet après-midi, on est entre gens avertis et qui connaissent très bien le sujet. C'est très important de rappeler les 5000 personnes aussi qui travaillent. Je faisais partie des 2000 personnes qui étaient sous-traitants, en tout cas pour Orano pendant quelques années. Le territoire compte aussi, je le rappelle aussi, une usine de construction de sous-marins nucléaires avec Naval Group, une usine Framatome dans l'Eure, spécialisée dans le laminage des tôles. Bref, je peux ne pas m'arrêter à vous lister tout ce que nous avons en Normandie. Mais je vais venir très très rapidement au sujet du départ, à savoir notre vision, celle du président de la République aussi, et de la majorité parlementaire concernant l'énergie nucléaire. Je suis particulièrement fière aujourd'hui de voir qu'à l'intérieur de notre groupe, nous sommes sur la même longueur d'onde sur ce sujet. Il m'arrive d'être en désaccord avec eux, et d'ailleurs, vous avez vu ma prise de position il y a 2 ans sur le rapport qui était écrit par Barbara Pompili à l'époque en tant que rapporteur, et mon désaccord sur le combustible. Voilà, elle avait quelques préconisations en tout cas que je n'étais pas d'accord avec elle, et je considérais que c'était la fin de notre traitement de combustible usé. Donc du coup, j'ai apporté des amendements. Donc on peut partager une vision globale, mais on peut aussi être en désaccord sur des points précis. Mais je reste convaincue que nous défendons la même vision pour la France. Je souhaite aussi dire que l'énergie nucléaire, on le dit pas assez souvent, le GIEC l'a rappelé, je le dis fièrement, une énergie décarbonée, une énergie sûre. Donc le GIEC qui souligne cette réalité en soulignant que l'énergie nucléaire était l'énergie non intermittente qui émet le moins de CO2
aujourd'hui. C'est une réalité qu'il faut le rappeler. Je sais que ça ne plaît pas beaucoup quand on sort ces chiffres-là et malheureusement, parfois, on est contredit par des chiffres qui ne sont pas ou par des réalités qui ne sont pas toujours vraies. Je finis par dire, pour ne pas monopoliser la parole et garder aussi un temps d'échange. La France est pour nous, pour cette majorité parlementaire aujourd'hui, est sans doute l'un des pays dans le degré de sûreté en matière de nucléaire est les plus exigeants au monde. Nous sommes en train de continuer à progresser, bien évidemment, en matière de gestion des déchets en France comme à l'étranger, avec des grands projets à la clé. Je ne vais pas les nommer non plus, mais nous continuerons d'avancer sur la recherche sur tous les sujets de fermeture de cycle. Voilà, je m'arrête là et je laisse et je laisse la place pour un débat avec mes collègues. Sonia Crimi, merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va retrouver cette question du recyclage des déchets et d'Orano que vous connaissez bien dans un instant avec Jean-Marc Ligné. Nous aurons également un passage très intéressant, 7-8 minutes avec le professeur Mahé en direct de Caen, pour mieux comprendre aussi quels sont les bienfaits du nucléaire pour nous soigner et des rayonnements nucléaires en particulier. Mais dès maintenant, je vous propose, vous n'hésitez pas à tout moment à poser vos questions. Nous gardons un temps, effectivement, comme vous le disiez, d'échange. Après ces 3 interventions, j'en ai cité 2. Le premier à intervenir, c'est Alban Verbeek. Alban Verbeek d'EDF, directeur de Normandie Énergie, si je ne m'abuse, devant sa grande bibliothèque et tous ses documents, avec aussi une petite plante verte, et je l'ai aperçu pendant le réglage, un radiateur électrique juste à côté de vous, mais là, vous n'en avez pas besoin, vous êtes sous le soleil de la Normandie. Bonjour. Écoutez, oui, je suis directeur de l'action régionale d'EDF en Normandie et ancien directeur de centrale nucléaire, puisque je dirigeais la centrale de Penly pendant plus de 5 ans, et aussi président de Normandie Énergie, qui regroupe 250 entreprises dans le domaine de l'énergie. Et souvent, j'entends parler d'énergie renouvelable, de transition énergétique, et au sein de Normandie Énergie, dont Jean-Marc Ligné fait partie des vice-présidents, on parle plutôt de transition écologique, parce que quand on parle de transition énergétique, on oppose les énergies. Et comme au sein de Normandie Énergie, vous avez le patron de Total, le patron d'Exxon, le patron d'un certain nombre de grands groupes, donc tels que Orano, on en a parlé tout à l'heure, et on a l'habitude de voir quels sont les avantages et les inconvénients de chaque énergie. Alors quand j'entends dire que 100% renouvelable, c'est pour demain, écoutez, peut-être qu'ils ont raison, parce que quand on regarde les chiffres aujourd'hui, les énergies renouvelables sont de moins en moins chères et concurrencent largement le nucléaire. Oui, parce que le prix de marché est à peu près à 60 € du mégawattheure. Les parcs éoliens offshore ont été négociés aux alentours de 45-48. Donc, ils sont aujourd'hui viables. Ils n'ont plus besoin d'être finalement financés par des aides d'État. Et puis, vous avez le solaire qui est entre 50 et 55 € en Normandie et sur certains pays à 30 €. Donc, on peut très bien dire qu'effectivement, on sera 100% énergie renouvelable demain. Mais Alors, en réalité, c'est oui, un peu plus est-ce que le compliqué. nucléaire a encore de beaux jours devant lui? Ouais, c'était un peu la question de départ. Est-ce que le nucléaire a de beaux jours devant lui? On pourrait penser que non. Mais souvent, quand les gens parlent d'énergie renouvelable, ils omettent une chose, c'est l'intermittence. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit en capacité de stocker cette énergie quand elle ne produit pas, sachant que le nucléaire, aujourd'hui amorti, est inférieur à 40 €, donc largement encore moins cher que les énergies renouvelables d'aujourd'hui. Le futur nucléaire dont on parle sera bien sûr un peu plus cher. Mais le bon modèle, parce que les chiffres, pour moi qui suis scientifique, ont vraiment une grande valeur parce qu'ils sont factuels. Après, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi, certaines mauvaises langues diront, mais prenons l'exemple de l'Allemagne, qui a une puissance installée en solaire 2 fois supérieure à la puissance installée, quand on cumule le solaire et l'énergie, l'éolienne, ils ont 2 fois la puissance installée du parc nucléaire français, puisque nous, on est à peu près à 62 gigawatts, et eux, ils ont à peu près 120 gigawatts de production d'énergie renouvelable, telle qu'on l'appelle entre guillemets, solaire et éolien. Et avec ça, ils produisent que 23% de leur consommation, pour une consommation à peu près identique à la France, pendant que le nucléaire fait 72%. Et donc le reste, c'est soit du charbon ou soit du nucléaire importé ou du nucléaire allemand. Donc on s'aperçoit que tous les modèles, et vous pourrez prendre le petit logiciel qui s'appelle Electricité Map, que tous les modèles préconisent d'avoir une base importante stable,
qui peut être le charbon, le fioul, le gaz ou le nucléaire. Le choix de la France, c'est d'être basé sur une énergie décarbonée. 5 grammes de CO2 par kilowattheure, contrairement au fioul ou au charbon, on est à 1000 grammes. Et 5 grammes, c'est beaucoup moins que du solaire, puisqu'on est à 55 grammes. Donc, si vous voulez viser la préservation de la planète sur la transition écologique, le nucléaire a tout son sens, à la fois sur la préservation de la planète, et à la fois sur les coûts, et à la fois sur le fait que, bien sûr, c'est pas intermittent. Donc, le modèle qui a été choisi par la France, qui est 50% d'énergie renouvelable qu'il faut absolument développer. D'ailleurs, on est très content côté EDF parce que on développe les 2 parcs éoliens offshore en Normandie, plus le parc solaire de l'aéroport de Deauville qu'on a gagné la semaine dernière, qui va représenter déjà un tiers de la totalité de l'énergie solaire de la Normandie. On sait très bien que la base, c'est le nucléaire et le nucléaire sûr français. Et ce que je pourrais aussi compléter, c'est que on a la chance en Normandie, ça a été dit par mes collègues, de développer plein de nouveaux projets. Donc il y a l'EPR de Flamanville, et actuellement, je travaille avec mes équipes pour proposer au gouvernement la possibilité de construire un double EPR à Penly, puisque ça fait partie du programme pluriannuel de l'énergie, hein. C'est la fermeture d'un certain nombre de réacteurs 900 MW, mais aussi la construction de 6 nouveaux EPR en France, puisqu'il faut savoir quand même dans le monde, 350 projets sont en cours, et ça serait bien que la France, qui est quand même, on va dire, le constructeur, l'un des plus sûrs au monde, pour pas dire le plus sûr, soit présent sur ces marchés qui sont à la fois intéressants pour l'économie française, mais aussi pour produire pas cher de l'énergie et surtout décarboner. Voilà. Alban Verbeek, est-ce que ce choix qu'a fait la France est original au niveau mondial? C'est à la fois donc du nucléaire et des énergies 100% renouvelables, et donc un choix original au niveau mondial pour la Normandie, puisqu'on est une grande patrie, un grand territoire du nucléaire et de l'énergie. Écoutez, il y a de plus en plus de pays industrialisés qui, à un moment donné, suite à quelques accidents notables dans le domaine du nucléaire, avaient renoncé au nucléaire. Mais face à la problématique climatique et aux gros progrès qui ont été faits en termes de sûreté dans les centrales, on n'est absolument pas le seul pays européen à se reposer ces questions-là. Il y a des pays comme la Pologne ou des pays scandinaves qui s'intéressent fortement au nouveau nucléaire, puisque entre d'avoir une base charbon ou fioul ou avoir une base nucléaire, je pense qu'il est raisonnable de partir sur le nucléaire pour les raisons que je vous ai évoquées. Et quand on voit le modèle allemand, qui est un modèle en échec par rapport à ce que l'on souhaite réaliser en termes d'efficacité énergétique, production bas carbone, c'est bien de mettre des véhicules électriques, mais si vous fabriquez de l'électricité à partir du charbon, ça n'a aucun sens. Autant prendre finalement un diesel et ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Donc le modèle français fait référence. Et il suffit de prendre le petit logiciel dont je faisais pas référence tout à l'heure, Electricité Map, et vous verrez que la France fait partie des 10 pays au monde qui émet le moins de CO2 dans le cadre de sa production d'électricité. Et puis, si vraiment vous aimez voyager, vous pouvez toujours aller en Australie, au pays des kangourous, de la barrière de corail, pendant que la France émet à peu près 50 grammes de CO2 pour fabriquer son électricité. L'Allemagne en émet à peu près 450 et l'Australie à peu près 750. Donc, il y a plusieurs aujourd'hui pays dans le monde qui s'orientent sur cette voie qui est certainement la plus raisonnable. L'équilibre Alban Verbeek. 50-50. Ouais. Voilà. Alban Verbeek, merci. On parle là d'un modèle original, vertueux donc, grâce aussi au recyclage. Et c'est ce que nous allons évoquer maintenant avec vous, Jean-Marc Ligné d'Orano. Vous êtes en direct de La Hague, directeur adjoint Normandie Énergie et du pôle Nucléopolis, c'est bien cela. Alors, ensemble, on va essayer de comprendre ce cercle vertueux. Et alors, j'ai vu ce chiffre. Est-ce qu'il est exact que 10% de l'électricité produite aujourd'hui vient de combustibles recyclés? Oui, alors tout à fait, c'est parfaitement exact. Donc moi, je vais effectivement me focaliser un petit peu sur le combustible nucléaire après son passage en réacteur nucléaire. Alors ces combustibles, lorsqu'ils sortent du réacteur nucléaire, on les qualifie de combustibles usés. Et ils sont envoyés à Orano au recyclage sur le site de La Hague pour effectivement être recyclés.
Alors aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui, le recyclage, on considère que c'est une notion qui est en train de devenir la norme. La norme, pourquoi? En fait, pour donner une seconde vie aux objets dont on ne se sert plus, hein, ceci donc pour préserver les ressources de la planète, et également la norme pour minimiser le déchet que nous sommes amenés à produire par notre activité. Eh bien, en fait, sur le site de l'AG et avec le recyclage des combustibles, eh bien, en fait, nous pratiquons cette notion depuis maintenant plus de 50 ans. Recycler du combustible, ça va effectivement permettre de donner une seconde vie aux matières qui sont contenues dans ce combustible. Hein. Recycler le combustible, ça va aussi permettre de minimiser le volume de déchets finaux résultant de l'activité de production électronucléaire. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, notre recyclage va permettre de réduire d'un facteur 5 le volume de déchets ultimes et d'un facteur 10 la toxicité du déchet ultime. Hein. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre, hein, dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, quand on parle de volume, hein, il m'apparaît aussi important de fixer des ordres de grandeur, parce qu'on entend beaucoup de choses, hein, ce qu'on appelle sur les déchets nucléaires et autres. Il m'apparaît important de fixer des ordres de grandeur, car lorsqu'on va recycler le produit, on va donc séparer toutes les matières dangereuses non recyclables qu'on va conditionner dans du verre. Eh bien, la quantité de verre produite annuellement et correspondant à la consommation moyenne électrique d'un Français, ce n'est ni plus ni moins que le volume correspondant à une pièce que vous voyez comme ça de 20 centimes d'euros. Voilà, donc ça me paraît important de situer cet ordre de grandeur en matière de ce qu'on appelle quantité de déchets nucléaires ultime finale. La consommation électrique d'un Français se résume en matière de déchets au volume d'une pièce de 20 centimes d'euros. Donc ça, c'est pour la partie conditionnement et confinement des déchets ultimes qu'on ne va pas savoir recycler. Mais en fait, dans le combustible usé, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a 96% de la matière qui est une matière recyclable. Ces 96%, ils sont composés, donc pour 95% d'entre eux, d'uranium et le pourcent qui reste de plutonium. Et ça, ce sont des valeurs, des matières extrêmement précieuses. Pourquoi? Eh bien parce que simplement le plutonium qu'on va récupérer a une capacité et un pouvoir énergétique extrêmement important. Le plutonium, 1 gramme de plutonium permet de produire autant d'énergie qu'une tonne de pétrole. Vous voyez un peu un facteur 1 million, 1 million le pouvoir énergétique du plutonium par rapport au pétrole. Et donc ceci va permettre effectivement de donner une seconde vie à ces matières qui ont déjà vécu dans le réacteur nucléaire. Et avec ces matières, l'uranium comme le plutonium, on va fabriquer du combustible neuf. Donc au sein de notre site Orano de l'AG, par notre procédé, par un procédé aujourd'hui parfaitement maîtrisé, hein, fort de 50 ans d'expérience, on va donc séparer, purifier ces matières. L'uranium va pouvoir être mis dans le circuit de fabrication de nouveaux combustibles, hein, qu'on appelle URE, uranium de retraitement enrichi. Et puis le plutonium, lui, va être mis dans le cycle de fabrication du MOX. Alors le MOX, un mot qu'on peut penser un peu barbare, ça veut tout simplement dire mélange d'oxyde. Mélange d'oxyde de plutonium et d'oxyde d'uranium appauvri. Ainsi, on va refabriquer un nouveau combustible qui a les mêmes propriétés que le combustible à uranium naturel enrichi. Et donc, de cette façon, on va pouvoir recréer de l'énergie. Alors effectivement, vous parliez de 10%, et bien simplement le recyclage du plutonium au travers du combustible MOX permet de produire environ aujourd'hui 10% de l'électricité. C'est la raison pour laquelle on dit habituellement, ben vous voyez, une ampoule sur 10 fonctionne avec de l'énergie nucléaire issue du recyclage. Et demain,
avec l'uranium, eh bien, ce sont 10% supplémentaires. Donc, de 10%, on va passer à 20%. Chose et procédé qu'on maîtrise également, puisqu'il faut savoir effectivement que la centrale de Cruas a déjà fonctionné, je crois, pendant à peu près une dizaine d'années avec ce type de combustible. Et donc, la démonstration est active. Je crois que devrait, dans les prochaines années, dans un futur proche, refonctionner avec du combustible à l'uranium. Vous voyez, donc c'est vraiment important, parce que vous voyez que ça, en recyclant tous ces produits, on va vraiment produire de l'énergie en grande quantité au niveau de l'électricité, pour le bien, je dirais, de la production électrique française. Alors, toute la performance aussi de nos procédés, elle est aujourd'hui reconnue au niveau national, au niveau international. Et le recyclage qu'on fait aujourd'hui n'est pas le même que celui qu'on faisait il y a 50 ans parce que les combustibles ne sont pas les mêmes. Et donc, on a une faculté au niveau du site Orano de La Hague à adapter notre procédé à la problématique du moment. Et c'est important à souligner parce que dans ce cadre-là, on va aussi adapter la fabrication de nos combustibles. Donc, il faut savoir qu'effectivement, aujourd'hui, nous travaillons avec EDF et avec Framatome au développement du combustible MOX pour être chargé cette fois-ci dans les réacteurs de 1300 mégawatts. Donc ça, c'est un point extrêmement important qui est en phase très très avancée. Et ensuite, nous travaillons aussi au recyclage industriel de combustibles MOX usés, dont on a déjà fait d'ailleurs la démonstration par le passé, et donc ce qui va permettre encore d'augmenter la part de l'énergie électrique issue de produits de matières nucléaires recyclées. Voilà, donc tout ça montre bien en fait la vertu. Vous voyez qu'en fait avec l'énergie, avec le combustible, qu'on dit combustible usé, eh bien en fait, on va refabriquer environ presque un quart à terme de la matière propre. Et donc pour cela, ça joue vraiment sur le système puisque c'est autant d'uranium naturel qu'on va économiser au niveau de la planète, donc on ne va pas prélever, qu'on ne va pas transformer. Donc on a vraiment un cycle extrêmement vertueux où on va réutiliser effectivement, donner une seconde vie aux matières au travers du combustible MOX et au travers du combustible URE, tout en conditionnant parfaitement les produits les plus dangereux. Jean-Marc Ligné, merci beaucoup. Votre intervention a déjà généré quelques questions qui arrivent là sur mon écran. Je vous les poserai dans un instant après avoir terminé ce tour de table. Nous l'évoquions avec vous, peut-être un peu plus encore avec Alban Verbeek, quand nous parlions des politiques énergétiques au niveau mondial des différents pays. Les radiations, eh bien, elles peuvent inquiéter, mais elles ont pourtant des vertus pour le corps humain. C'est la troisième partie de cette table ronde. Professeur Marc-André Mahé, vous êtes avec nous, vous êtes le directeur général du centre François Baclès à Caen, un centre de lutte contre le cancer célèbre. Votre spécialité est la radiothérapie. Bonjour, alors je le disais, les rayonnements nucléaires ne présentent pas que des dangers, bien au contraire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les bienfaits de ces rayonnements ionisants et leur utilisation en médecine, en particulier à Caen ? Oui, tout à fait. Merci de me donner l'occasion d'aborder ce sujet qui m'est cher en tant que radiothérapeute de formation, de l'utilisation des rayonnements ionisants en santé et particulièrement en cancérologie, puisque le centre François Baclès est un centre de lutte contre le cancer du réseau Unicancer qui prend en charge, par définition, exclusivement des patients atteints d'une maladie cancéreuse. Alors effectivement, l'utilisation des rayonnements ionisants en médecine n'est pas récente. Il y a dans notre spécialité médicale et notamment de radiothérapie, il y a quelques noms importants. Je pense qu'on peut les citer. Probablement que certains et certaines d'entre vous les connaissent. Pour souligner qu'il s'est passé beaucoup de temps depuis la découverte des rayons X par Monsieur Röntgen. Pour la petite histoire, vous avez peut-être vu une main avec une bague
qui était la première expérience réalisée par Röntgen. Et l'histoire dit que ce n'était pas la main de Röntgen, mais c'était la main de son épouse. Voilà, c'est... ensuite, eh bien, ça, c'était 1895. 1896, c'est la découverte de la radioactivité par Antoine Becquerel, qui a donné son nom au Centre de lutte contre le cancer de Rouen. Et en 1898, c'est la découverte du radium par Pierre et Marie Curie. Il y a aussi un élément, je dirais, de polémique pour savoir dans quel pays le premier traitement par radiothérapie a été réalisé. Et là, je pense que malgré, je dirais, l'opposition et le collègue américain, mais force est de reconnaître que le premier traitement par radiothérapie en France a été réalisé en 1896 par monsieur Victor Depeigne à Lyon, qui a traité un de ses voisins qui était atteint d'une tumeur de l'estomac. Alors, on ne peut pas en dire plus sur la nature de cette tumeur, mais toujours est-il que l'histoire retiendra que le premier traitement par radiothérapie a été fait en France. Alors, effectivement, vous parliez quand on parle d'utilisation des rayonnements ionisants en santé, il faut bien comprendre qu'on ne le fait pas, je dirais un petit peu n'importe comment, de façon anarchique. On a des règles de ce qu'on appelle de radioprotection, règles de radioprotection qui ont été mises en place suite à l'histoire. Alors l'histoire, pour quelques exemples, c'est par exemple, on s'est rendu compte dans les années 1920-1930 que les chirurgiens orthopédistes qui réduisaient des fractures à la main avec des moyens de radioscopie avaient un taux très important de cancer de la peau, notamment des mains et des avant-bras. Ce qui vaut pour la médecine vaut aussi pour l'industrie, avec l'histoire de ce qu'on appelle les Radium Girls. C'est une histoire malheureusement très triste. Ce sont des femmes qui peignaient des cadrans lumineux en utilisant du radium et qui faisaient des cancers, notamment des cancers de la mâchoire, des cancers de la mandibule. Donc effectivement, on s'est rendu compte que si les rayonnements ionisants en médecine étaient utiles, ils pouvaient aussi avoir des effets néfastes, parfois très, très graves pour la santé. Et donc, progressivement, se sont mises en place des règles de radioprotection, de la même façon qu'il y a des règles de radioprotection notamment dans l'industrie nucléaire, où on ne peut pas dépasser une certaine exposition pour les salariés. La même chose vaut en matière de médecine, et donc on a ces règles de radioprotection pour ce qu'on appelle les travailleurs. Alors les travailleurs, ce ne sont pas seulement les gens qui travaillent dans les services de radiologie, de médecine nucléaire et de radiothérapie, mais ce sont aussi les gens qui utilisent les rayonnements ionisants, par exemple au bloc opératoire, comme les chirurgiens ou d'autres spécialités. Et puis, ces règles de radioprotection, elles valent aussi pour les patients, parce qu'il y a des doses, seuils que l'on ne peut pas dépasser. Et c'est un élément très important, notamment pour la prise en charge des patients en pédiatrie, puisque vous savez qu'il y a un certain nombre d'enfants, il y a environ 3000 enfants qui font un cancer pédiatrique, donc lorsqu'ils sont enfants ou adolescents. Et donc, il y a beaucoup de bilans qui sont réalisés pour notamment le diagnostic et l'évaluation des traitements. Et c'est un élément très important pour limiter un risque qui n'est pas très important, mais qui est maintenant bien démontré, c'est que ces enfants sont à risque lorsqu'ils seront adultes, c'est-à-dire 20 ans, 30 ans, 40 ans après, de faire ce qu'on appelle un deuxième cancer. Donc, cette population est une population, je dirais, très sensible, très fragile, chez laquelle il faut être très attentif et très économe sur les examens radiologiques, enfin les examens qui utilisent des rayonnements ionisants. Alors ensuite, il y a l'utilisation que l'on peut en faire en médecine. Alors en cancérologie, il y a 3 spécialités qui sont concernées, la radiologie, la médecine nucléaire et la radiothérapie. En radiologie, la radiologie est une spécialité à visée essentiellement diagnostique. Donc les rayonnements ionisants, on les utilise quand on fait une radiographie standard, une radiographie d'un fémur qui
qui est cassé, par exemple, ou également au scanner. Élément important, c'est que l'échographie n'utilise pas les rayonnements ionisants, elle utilise les ultrasons, et l'IRM n'utilise pas non plus les rayonnements ionisants. Donc il n'y a pas de risque particulier quand on fait une échographie ou une IRM. Alors, l'objectif de l'utilisation des rayonnements ionisants en radiologie, c'est de faire le diagnostic d'une anomalie, d'une image anormale. Ça, c'est le premier. C'est donc authentifier par la vue, par exemple, une tumeur ou une suspicion de tumeur dans un poumon, dans un foie, dans un os, etc. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir aider au repérage pour faire un prélèvement sur cette image anormale, pour savoir quelle est la nature exacte de cette image. Et le troisième objectif, c'est également de repérer cette zone anormale pour pouvoir la traiter, c'est-à-dire mettre en place, je dirais, une aiguille directement dans la tumeur, de façon à pouvoir la détruire, soit par le chaud, c'est ce qu'on appelle la radiofréquence, soit par le froid, c'est ce qu'on appelle la cryothérapie, soit en injectant directement dans cette tumeur une substance, par exemple comme du ciment, c'est ce qu'on appelle la cimentoplastie. Donc spécialité, la radiologie principalement à visée diagnostique. Deuxième spécialité, c'est la médecine nucléaire, où là on a une activité à la fois principalement diagnostique, mais également thérapeutique, où on utilise soit des substances radioactives, alors la plus connue c'est l'iode dans les cancers de la thyroïde, mais il y a maintenant d'autres radionucléides que l'on peut utiliser, comme par exemple le gallium, comme le lutécium. Ces substances pouvant être administrées soit par voie orale comme l'iode, soit par voie intraveineuse. Donc, utilisation soit à visée diagnostique, soit avec des substances radioactives, je dirais seules. C'est par exemple une scintigraphie osseuse pour lorsqu'on a une suspicion de maladie osseuse, de métastase osseuse. Une scintigraphie à l'iode pour toutes les maladies de la thyroïde. Et l'autre possibilité, c'est de fixer ces radioéléments sur un vecteur qui peut être un anticorps monoclonal. Par exemple, l'exemple typique, c'est le PET scanner. Le PET scanner, c'est l'utilisation du fluor radioactif que l'on va fixer sur un dérivé du glucose et qui va aller se focaliser sur les zones qui sont très consommatrices de glucose. Ces zones consommatrices de glucose, ça peut être des zones simplement inflammatoires, infectieuses, mais ça peut également être des zones tumorales. Et en deuxième utilisation, c'est l'utilisation à visée thérapeutique. Alors comme je disais tout à l'heure, depuis plusieurs décennies, on utilise l'iode 131 pour le traitement des cancers de la thyroïde, mais on peut utiliser d'autres substances, d'autres radioéléments, comme par exemple le lutathera, qui se fixe sur ce qu'on appelle un récepteur que l'on trouve dans certaines tumeurs, et notamment les tumeurs endocrines, notamment les tumeurs endocrines du tube digestif. Vous savez qu'il y a des glandes endocrines, mais il y a du tissu endocrine dans la plupart des organes, et donc il y a des récepteurs spécifiques pour ces tissus et ces tumeurs endocrines que l'on peut donc qui permettent de se fixer sur les cellules cancéreuses et d'apporter au contact immédiat de ces cellules cancéreuses un radioélément, exemple du lutathera dans les tumeurs digestives. Et enfin, donc une deuxième spécialité à visée principalement diagnostique, mais également à moindre degré thérapeutique. Et la troisième spécialité, elle, est une spécialité purement à visée thérapeutique, mais qui utilise également des moyens diagnostiques, c'est la radiothérapie. Alors, le principe est complètement différent. On n'est plus dans le diagnostic, on est dans la thérapeutique. C'est-à-dire qu'on va utiliser de très fortes doses, des doses majeures pour détruire une tumeur cancéreuse
en essayant de protéger au mieux tous les tissus sains et les organes sains qui sont autour de cette tumeur. Je résume brièvement les étapes de la prise en charge. La première étape, bien sûr après avoir vu le patient en consultation, lui avoir expliqué les modalités du traitement, c'est le repérage de la tumeur. Le repérage de la tumeur, il se fait par un scanner et à partir des images de ce scanner, on va contourer, c'est-à-dire on va dessiner à la fois la zone tumorale, mais également tous les organes sains qui sont autour de la tumeur. À partir de là, on utilise un logiciel à qui on va dire, entre guillemets, je veux telle dose dans la tumeur, je ne veux pas plus de telle dose dans tel organe, le foie, les poumons, le rein, etc., etc. Et donc ce logiciel va nous faire une proposition que le médecin radiothérapeute va accepter ou ne va pas accepter. Une fois qu'il a validé ce qu'on appelle le plan de traitement, vient l'étape thérapeutique avec, là encore, avant chaque séance, le repérage par un système d'imagerie utilisant les rayons X de la bonne position du patient, éventuellement de la tumeur. Et donc, de façon à avoir une reproductibilité d'une séance sur l'autre. Voilà, le dernier Professeur élément, Mahé, si je peux me permettre, juste un dernier mot. Un dernier mot, merci. En radiothérapie, un élément qui est important, c'est que l'action des rayons n'est pas une action immédiate. C'est-à-dire qu'on se donne toujours un délai de 2 ou 3 mois entre la fin du traitement et le moment où on fait le bilan d'évaluation. Voilà, je n'en dirai pas plus, j'aurais pu être encore plus long, donc je n'en doute pas une seconde. Merci beaucoup, professeur Mahé. Les questions arrivent et se bousculent sur notre écran. En tout cas, on l'a bien compris. Au fur et à mesure de l'histoire et des découvertes, on a su faire des progrès en matière de radioprotection, en matière de soins également, grâce au nucléaire. Et ceci à la fois pour produire de l'électricité, vous le disiez, pour la santé. Vous l'évoquiez dans l'industrie, vous parliez de l'horlogerie. On en a un exemple, les réveils Bayard, près de Dieppe, à Saint-Nicolas-d'Aliermont, qui utilisaient ce radium pour fabriquer ces réveils que nous avions quand nous étions petits. C'était mon cas, en tout cas, dans ma chambre d'enfant. Une question, alors, très brève, une réponse très rapide, comme pour l'ensemble des questions d'ailleurs. Elle s'adresse directement à vous, professeur, puisque vous êtes encore avec nous. Est-ce que vous pouvez estimer, oui ou non, le nombre de vies que l'on peut sauver en Normandie grâce à la médecine nucléaire? Est-ce que vous avez un chiffre? Alors, ce que je peux... En Normandie, non. Très honnêtement, je ne pourrais pas vous donner de chiffres. Ce que l'on sait, c'est que actuellement, environ 200 000 patients sont traités en France par radiothérapie, et que la radiothérapie participe, lorsqu'elle est soit à elle seule, soit en association avec les autres traitements du cancer, les principaux traitements du cancer, que sont la chirurgie, la chimiothérapie, l'immunothérapie, l'hormonothérapie, à 40% de guérison des patients atteints d'une maladie cancéreuse. Donc il faut simplement les transposer à la Normandie, mais là, je ne pourrais pas vous donner de chiffres précis. Merci beaucoup, professeur. Merci d'être avec nous cet après-midi. Une autre question qui est arrivée tout au début de notre table ronde, elle peut s'adresser à la fois à Alban Verbeek, mais également peut-être dans un second temps à notre élu de la République, puisque c'est aussi une question de politique énergétique. Pourquoi cette cible à 50% de nucléaire, Alban ? Alors, si je peux dire un mot avant même alors, on m'a traité de politicarde à chaque fois, et Jean-Michel Mage est là et peut en témoigner qu'en 2017, j'étais d'accord sur tout le programme d'Emmanuel Macron parce que je l'ai soutenu, et aujourd'hui je suis dans sa majorité, mais je n'étais pas d'accord sur un seul point, c'est celui-là. Vous étiez pour plus ou moins ? Je ne comprenais pourquoi 50%. Je pensais que le chiffre 50%, vu que j'ai travaillé dans le nucléaire et que je comprends la complexité de tous nos process et le mammouth qu'il faut bouger à chaque fois qu'on modifie le moindre standard, et le directeur adjoint est là et peut absolument valider, mais dire que le chiffre de 50% pour moi était inatteignable. Voilà, donc c'est inatteignable.
Et je reste convaincue Entendu. aujourd'hui, avec les avancées depuis 4 ans, que ça reste un chiffre inatteignable. Je laisse la parole à mes collègues, hein, je ne souhaite pas la manipuler. Alban Verbeek, peut-être, si vous avez quelque chose à Oui, ajouter. donc en complément, 50%, on a l'impression que finalement, il fallait trouver un compromis. Mais bon, en son temps, on avait une ministre de la Transition énergétique qui avait promis qu'on fermerait toutes les centrales nucléaires en 2025. Là, ça me paraissait vraiment inatteignable, ça c'est sûr. Quand on regarde l'équilibre de chaque pays mondiaux sur leurs sources de production énergétique, il faut quand même qu'on soit volontariste pour développer des énergies renouvelables que l'on peut installer demain dans plein d'autres pays qui n'ont pas la possibilité d'installer des centrales nucléaires immédiatement parce que ça demande quand même de la rigueur, un process important. Donc, de l'émergence des énergies renouvelables, il y en aura beaucoup et donc c'est important d'être sur ces marchés. Je ne suis pas sûr qu'on arrivera en 2030, 2035, voire 2040 à fermer toutes nos centrales nucléaires parce qu'il faut beaucoup de centrales éoliennes ou solaires pour pouvoir compenser la fermeture de ces centrales. Hein. On le voit lorsqu'on a fermé Fessenheim, dans la même semaine, on a fermé le premier réacteur et l'Allemagne mettait en service une centrale de 1000 MW à 300 km de la centrale de Fessenheim en Allemagne. Et cette semaine-là, on était ce qu'on appelle marginal charbon, c'est-à-dire qu'on a dû importer du charbon d'Allemagne. Donc, je suis pas sûr qu'on arrivera rapidement à cet équilibre. Par contre, ça me semble judicieux. Et puis, de toute façon, le nucléaire, on en aura besoin encore longtemps pour pouvoir préserver notre planète tant qu'on ne trouvera pas d'autres sources d'énergie intéressantes. Alors, je sais pas si c'est 50 ou c'est 60. Faut simplement quand même avoir le chiffre en tête, c'est que en termes de puissance installée en France, on est déjà qu'à 45% qui produisons finalement la grande majorité des 60% d'électricité française. Donc on est déjà inférieur aux 50% en puissance installée. J'ai une question sur laquelle vous allez pouvoir rebondir justement, une question un peu inquiète. Avec les parcs éoliens offshore et l'EPR en Normandie, est-ce que ça va pas faire trop d'électricité sur notre territoire finalement pour l'exporter? Est-ce qu'on a le réseau de transport ensuite pour emmener cette électricité vers d'autres régions, d'autres territoires? Donc aujourd'hui, on exporte déjà 2 tiers de notre production d'électricité. On n'en consomme que finalement un tiers en Normandie, un petit tiers d'ailleurs. Donc on est hyper exportateur. Non, demain, aujourd'hui, on n'a pas de problème de réseau électrique via RTE. Il faut savoir que toutes les nouvelles installations, elles sont prévues, si on parle de l'EPR de Flamanville, on va utiliser les lignes à haute tension de Flamanville 1-2. Et si on parle d'un double EPR pour Panly, donc là on parle de 2 fois 1650 MW, on utilisera aussi les lignes existantes parce qu'on ne va pas tirer des lignes supplémentaires de RTE pour ce qui existe pour Panly 1-2. Et de la même façon, pour les parcs éoliens offshore, on s'assure pour pouvoir avoir les postes à proximité de grandes lignes pour pouvoir évacuer l'énergie. Donc bien sûr, tout ça va plutôt en région parisienne, qui sont très demandeurs, et un peu pour les Bretons, parce que bon, c'est dommage, ils n'aiment pas les centrales nucléaires, je les taquine un peu. J'aurais d'autres questions pour vous. Je vais vous laisser reprendre votre souffle et me tourner vers Jean-Marc Ligné. Une question courte pour Orano. Quelle est la capacité des centrales à utiliser justement ce MOX que vous produisez? Bien. Alors, en fait, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le MOX qu'on produit permet d'intégrer dans le combustible MOX tout le plutonium produit pendant une année dans le parc électronucléaire, quelle que soit la typologie des réacteurs. Et donc, cela permet de fabriquer environ une centaine de tonnes de combustible MOX. Et pour consommer ces 100 tonnes de combustible MOX, nous avons besoin d'une grosse vingtaine de réacteurs, aujourd'hui de type 900 MW, puisque c'est dans ces réacteurs-là que le MOX a été qualifié. Et compte tenu effectivement de l'âge de ces réacteurs et des prévisions d'arrêt de ces réacteurs, il nous faut développer effectivement la possibilité d'intégrer ce MOX dans les réacteurs de type 1300 MW. Merci beaucoup, Mais Jean-Marc aujourd'hui, Ligné. Oui, vous disiez aujourd'hui? non, mais aujourd'hui, ce qui est important de dire, c'est que tout le plutonium qui est produit par le parc électronucléaire français est intégré dans du MOX et est de nouveau brûlé
dans les réacteurs. Et il nous suffit effectivement aujourd'hui une grosse vingtaine de réacteurs pour arriver à brûler l'intégralité de ce plutonium produit. Merci beaucoup. Alban Verbeek, j'ai une question technique pour vous. Je vous la livre. Elle est de Leila Fernandez-Tevos de Montel News. Concernant la réparation des soudures défectueuses du circuit secondaire de l'EPR de Flamanville, notre auditrice spectatrice souhaiterait savoir combien d'entre elles exactement doivent être réparées, dans un premier temps, combien ont déjà été réparées et approuvées par la SN, et quand est-ce que le prochain lot doit être approuvé? Enfin, question subsidiaire, serait-il également possible d'obtenir un calendrier global pour ces réparations? Bref, on en est où à l'EPR de Flamanville avec les soudures? Bon, en toute honnêteté, j'ai pas le planning exact. J'ai discuté encore hier matin avec le directeur Alain Morvan, hein, de l'évaluation, enfin de l'évolution des chantiers. Aujourd'hui, on a eu l'autorisation de l'autorité de sûreté pour finaliser les dernières soudures qui sont les traversées enceintes. Il faut savoir que c'est quand même des tuyaux de 80 cm de diamètre. Et pour ces tuyaux, c'est l'équivalent d'une passe de soudure continue, qui est l'équivalent de 325 mètres, donc la hauteur de la tour Eiffel, dans laquelle il faut minimum 1 millimètre de bulle d'air. Donc je dis pas que c'est facile, hein, c'est assez complexe. Donc aujourd'hui, on est en train de valider l'ensemble des dernières procédures. Mais par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'on est aujourd'hui calé sur le planning qui est chargement du combustible pour la fin de l'année 2022 et un démarrage en 2023. Mais tout à l'heure, je parlais du double paire de Panly. Ce qui est important de comprendre, c'est que de toute façon, la décision du président de la République lors de la prochaine élection sera bien sûr assujettie au démarrage de Flamanville 3. Et ensuite, il y a quand même une grande responsabilité à se poser les bonnes questions, puisque vous savez que les centrales nucléaires 900 MW auront rapidement une cinquantaine d'années, puisque dans le cadre du programme pluriannuel, il faudra donc les arrêter, voire peut-être on pourra les prolonger un peu si on n'arrive pas à avoir suffisamment d'énergie renouvelable. Mais la décision pour pouvoir rééquilibrer et atteindre 50% du nucléaire si les centrales nucléaires 900 se ferment, doit être prise rapidement en 2023-2024 pour pouvoir construire la future génération de réacteurs qui permettra d'assurer l'indépendance énergétique de la France, tout en étant très bas carbone et à un bon prix pour les Français, puisque on parle beaucoup de production, mais il y a aussi les coûts. Aujourd'hui, un Allemand ou un Anglais paye 2 fois plus cher son électricité qu'un Français, avec une énergie beaucoup plus propre. Voilà. Alors, j'ai pas répondu exactement à la question parce que je connais pas exactement. J'aurais pu prendre le planning, j'aurais pu me le procurer si j'avais eu la question avant. Mais on suit le cadencement qui nous est imposé par l'autorité de sûreté, et pour l'instant, ça se déroule normalement. Vous avez évoqué le mix et le coût à l'instant. Cette question qui nous arrive, pouvez-vous préciser les chiffres pour l'éolien offshore? Notre auditeur ou auditrice nous dit: j'avais compris que les prix négociés pour les premiers champs étaient plutôt aux alentours de 150 €. Qu'en est-il? Cette auditrice est très bien informée, puisque les premiers parcs éoliens offshore, il fallait lancer donc la filière, hein, c'est assez compliqué. Et puis les technologies, il y a 10 ans, puisque les recours ont été longs, donc les bateaux n'étaient pas les mêmes, la technologie n'était pas les mêmes, tout n'était pas développé de la même façon. On était à peu près entre 150 et 180 € du mégawattheure. Ça a été un peu renégocié en définissant les périmètres, donc on est arrivé à 150 € du mégawattheure pour un prix de marché aux alentours de 55-60, ce qui, bien sûr, permet de mesurer que les Français ont dû compenser par une forme d'impôt, de taxes, la différence de rachat d'électricité. Bon, on a de la chance, c'est qu'en France, on paye à peu près 8 milliards de compensations liées à la mise en œuvre des énergies renouvelables qui n'étaient pas à l'époque compétitives par rapport aux 30 milliards que payent les Allemands, ce qui explique qu'ils payent 2 fois plus cher leurs énergies. Mais par contre, le dernier appel d'offres du parc éolien offshore qu'il y a eu dans le nord de la France a été négocié à un peu en dessous de 50 €, à 48 € du mégawattheure, ce qui démontre que la filière a énormément progressé
Et les prochains parcs, puisqu'on est sur un 4e appel d'offres qui aura lieu près de Cherbourg, on était sur des éoliennes de 7 mégawatts, donc maintenant on évolue sur des 10, voire des 12, et à terme à des 15 mégawatts, ce qui permettra d'avoir une capacité à produire, avoir un rendement supérieur, puisqu'au départ on était sur quelque chose qui ressemblait entre 25 et 30-35%, et on pourra atteindre 45% de disponibilité, avec des vents beaucoup plus faibles. Donc on voit bien que cette technologie est très prometteuse, avec un minimum de gêne, puisque l'éolien terrestre suscite beaucoup de débats, l'éolien offshore aussi, mais voilà, quand on est à 15, 20 ou 30 km et que c'est même pas d'une allumette, on peut penser que c'est quand même intéressant. Mais il faudra toujours avoir la base, qui est le nucléaire. J'ai encore d'autres questions pour vous, justement. Rapidement, Alban Verbeek, cette question qui s'adresse directement à vous, est-ce que vous pouvez nous rappeler le coût de production de kilowatts, de mégawatts, respectivement, pour le nucléaire, le solaire ou encore l'éolien, qu'on puisse comparer? Bien sûr. Alors, je vais commencer. Alors, ce sont des ordres de grandeur, parce que ça fluctue beaucoup, mais je vais d'abord commencer par les émissions de CO2. Puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est de protéger ma planète. Et puis après, je vais vous parler des coûts. Donc, si vous prenez une centrale au charbon, je vais mélanger les deux. Une centrale au charbon, on est à peu près à 1000 grammes de CO2 par kilowattheure. Pour un coût, alors ça dépend si c'est amorti, mais si on fait une centrale au charbon nouvelle génération, on va être aux alentours de 60, 65, 70 euros du mégawattheure pour une nouvelle génération. Si vous êtes sur du gaz, vous serez à peu près à 600 grammes pour une centrale au gaz, à peu près au même coût qu'une centrale au charbon. Il faut savoir qu'il y a encore très peu de temps, c'était les centrales au charbon et les centrales au gaz qui étaient le plus mises en service dans le monde. Il y a encore 2-3 ans, en Chine, c'était une par semaine. Aujourd'hui, c'est les centrales solaires qui sont les plus mises en service. Si vous êtes sur de l'hydraulique. Alors, je ne vais pas parler de biomasse, des choses comme ça, parce que ce n'est pas des sources de grande capacité, mais on est sur des valeurs supérieures à 200 euros du mégawattheure, donc qui sont énormément subventionnés, mais qui ont un intérêt très fort pour des agriculteurs si on n'en dévie pas l'intérêt, puisque c'est un revenu complémentaire. Si vous êtes sur du solaire aujourd'hui, en Normandie, vous êtes un particulier, vous faites de l'autoconsommation, vous serez à peu près aux alentours de 60 euros. Et comme vous faites de l'autoconsommation, vous ne paierez pas les taxes et le réseau. Donc, vous serez bien moins cher que ce que vous pouvez acheter sur le réseau. Donc, vous avez tout intérêt à le faire si vous ne tombez pas sur des gens qui sont des margoulins. Mais je peux vous assurer qu'en Normandie, il y a de belles sociétés qu'on pourra vous transmettre, puisqu'il y a une quinzaine d'entreprises en Normandie qui sont vraiment à la hauteur. Et puis, si vous êtes sur... donc là, vous émettrez à peu près 55 grammes de CO2 par rapport à ce prix-là. Et si vous êtes sur de l'hydraulique, ça m'étonnerait que vous soyez capable d'en produire. Mais comme ce sont des barrages amortis et qui sont sous forme de concession, et d'ailleurs Bruxelles souhaiterait en récupérer une partie pour pouvoir la mettre sur les appels d'offres européens. C'est pour ça que la France, bien sûr, n'est absolument pas d'accord et aimerait bien conserver cette indépendance importante, que sont nos barrages hydrauliques qui fournissent à peu près 12% de notre fourniture d'électricité hyper décarbonée à 5 grammes et qui a un coût qui est proche du coût le plus faible possible, puisque c'est des centrales amorties et il suffit d'avoir de l'eau gratuitement. Et puis après, vous avez les centrales nucléaires à 5 grammes de CO2, à l'identique que les barrages hydrauliques. Alors, c'est des chiffres un peu secrets, mais bon, on est un peu entre nous. On est sur des valeurs pour les centrales amorties inférieures, bien sûr, à l'Arenh, sans quoi ça serait en difficulté. Donc, l'Arenh, c'est l'achat régulé de l'énergie à 42 euros. Donc, on est inférieur à 40 euros, ce qui est l'énergie aujourd'hui la moins chère et la moins carbonée pour la France, ce qui fait vraiment sa force. Et puis, pour le nouveau nucléaire, on sera sur des valeurs à peu près identiques qu'une centrale au charbon ou au gaz, avec bien sûr la qualité d'être hyper décarboné et d'assurer la base de la France. Je ne sais pas si j'ai bien répondu pleinement aux questions. Pleinement, certainement, oui. Merci beaucoup. Je reviens vers vous dans une seconde.
On en a bientôt terminé. Quelques questions encore nous arrivent. Laquelle choisir? Tiens, pour vous, Jean-Marc Ligné, l'usine de La Hague. Alors, on sait que la région est une grande exportatrice d'énergie, d'électricité, de nucléaire. Est-ce qu'on importe? Est-ce que l'usine de La Hague recycle des combustibles reçus de centrales étrangères? Absolument. Absolument. Le lag, effectivement, alors plus par le passé qu'aujourd'hui, puisqu'il faut savoir qu'en fait, l'expérience de lag en matière de recyclage des combustibles, aujourd'hui, c'est environ 37 000 tonnes de combustible usé qu'on a recyclé à lag. Et sur ces 37 000 tonnes, il y en a environ 11 000 tonnes de combustible en provenance d'électriciens étrangers. Merci beaucoup. Une question qui va nous servir aussi de transition, peut-être Alban Verbeek, vers la table ronde suivante consacrée à l'emploi et à la formation. C'est très important. Rendez-vous dans quelques minutes. Je vous propose de rester avec nous cet après-midi encore un petit peu. La question qui nous arrive, c'est pensez-vous que nous avons perdu des compétences techniques pour concevoir et fabriquer de nouvelles centrales nucléaires? Donc, du coup, entre-temps, j'ai ma responsable de com qui m'a envoyé les chiffres. Donc, je la remercie. Concernant les soudures, c'est 58 soudures qui sont à réparer depuis le début. Voilà, et 8 qui sont réalisées par des robots avec une procédure qui a été validée par les SN il y a 15 jours. Donc, j'étais pas très très loin de la vérité. Et finalement, si Et on ça parle nous beaucoup ramène de un peu à soudure, cette question des effectivement, compétences, justement. Pour les soudures nous ramènent à la question des compétences il faut pour les effectivement outils des bonnes d'avenir. compétences, sans quoi on ne serait pas en train de reprendre nos soudures, donc à la fois dans la réalisation et à la fois dans le contrôle, puisque cette part de responsabilité revient directement à l'exploitant, que ce soit Orano sur ses soudures ou EDF pour le coup. Donc on est fautif et il faut bien sûr des bons soudeurs. C'est pour ça que Naval Group, Orano, EDF dans le Cotentin ont souhaité mettre en place l'école de la soudure de référence française en Normandie, où on va former des soudeurs à la fois sur le geste élémentaire, quand on apprend avec une première qualification, et après deuxième qualification, troisième qualification avec des gestes les plus compliqués pour réaliser les soudures les plus complexes dont on a besoin, puisque en France, la partie, on s'est un peu on a perdu un peu du sens et de méthode sur la partie industrie. Et c'est important de retrouver ces gestes fondamentaux, que ce soit dans le soudage, la robinetterie, dans l'électricité, et voire même dans la maçonnerie, puisque au départ du chantier de Flamanville, les grosses difficultés a été le ferraillage et la partie béton, puisqu'on n'avait pas construit de centrale depuis des décennies. Et donc, il faut bien sûr réapprendre tout ça, c'est pas facile. Et la compétence est Votre tout réponse, essentielle. c'est non, mais oui, un peu quand même, quoi. C'est mais oui, mais non. C'est un peu normand comme réponse. Vous restez avec nous surtout pour parler emploi et formation. On verra que la Normandie est aussi une Ouais, région ouais. d'excellence en la matière. Une toute dernière question, par oui ou par non. Est-ce que sur le site de Panly, vous avez commencé les travaux pour accueillir des EPR, du terrassement par exemple? Oui, non? On a commencé ou pas? Jamais de la vie, il faut d'abord l'autorisation de l'État. Merci beaucoup. Alors, en parlant de l'État, tiens, Sonia Crimi, vous êtes avec nous toujours. Vous avez Ah, du coup, suivi ces échanges. Quel est, après une heure d'échange, alors c'est rapide, une heure, mais en même temps, on a dit beaucoup de choses sur notre territoire et sur le nucléaire, ce que vous avez envie de délivrer comme message à ceux qui sont en train de nous suivre? Alors, pour celles et ceux qui sont en train de nous suivre très très rapidement, les échanges ils sont riches. Les échanges montrent qu'il y a une complexité. Moi, en tant que femme aujourd'hui, et j'ai regardé aussi le nombre de femmes présentes dans nos tables rondes, c'est qu'il y a des femmes qui travaillent aujourd'hui dans le nucléaire. Alors, je parle souvent des femmes, on me dit souvent tu parles des femmes, mais si je ne le ferai pas, qui le fera? Je parle des femmes parce que je considère que la présence des femmes dans le secteur nucléaire participera à la compréhension et à l'acceptabilité. Je le vis tous les jours. On a de plus en plus de personnes qui viennent nous voir
et qui viennent nous voir avec beaucoup de fake news. Malheureusement, on vit dans une société qui est très entourée par des fausses informations de partout. Et le problème aujourd'hui, je vais dire un gros mot, parce que le dernier des crétins aujourd'hui a plus de raisons que le premier des experts. On voit, moi je le vis en tant qu'élu tous les jours. Donc, je pense que la présence des femmes dans le secteur nucléaire participera à la démocratisation, si vous voulez, à l'acceptabilité dont nous avons besoin pour la viabilité aussi et l'acceptabilité dans la société de ces industries que je considère des industries bien évidemment du futur. C'est complexe, mais on a besoin de diversité encore pour pouvoir passer les bons messages sur le terrain. Venez au CLI aussi, c'est un message que j'ai envie d'aborder souvent. Venez au CLI, même si vous n'êtes pas un expert. De plus en plus, vous allez trouver des gens bienveillants qui vous expliqueront et répondront à toutes vos questions. On a besoin de plus en plus de diversité. Souvent, on critique les CLI, mais je vous assure, c'est un bon moyen aujourd'hui, les commissions locales d'information, quel que soit d'Orano, de DF ou de l'Andra, ce sont un bon moyen aujourd'hui pour vulgariser, pour expliquer, pour diffuser l'information nécessaire. Et en tant qu'élu, c'est mon seul message aujourd'hui. Je participerai en tout cas à cela pour que la vérité sur le nucléaire soit dite et que la sécurité et la sûreté des habitants du Cotentin et de nos habitants de France et de la planète soient toujours assurées. Merci beaucoup et je valide ce que vous dites. Depuis quelques années, j'ai la chance d'animer les réunions publiques de la commission locale Paluel-Panly avec du public de plus en plus nombreux, des gens qui viennent, qui s'intéressent. Et depuis quelques années, j'ai vu que voilà, la population se déplace. Au début, c'était pas forcément une évidence. Et puis sur scène, il y a EDF, mais il y a aussi des gens qui sont un peu moins convaincus. Les débats sont riches. Le public s'intéresse. Et je crois que ça, c'est extrêmement important de populariser et de beaucoup parler de ces commissions. Vous avez entièrement raison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis. Alors je ne sais pas si vous êtes dans la Manche ou à l'Assemblée nationale ce soir. En tout cas, merci beaucoup. À l'Assemblée. On vous laisse retourner travailler alors. Merci beaucoup. Merci à tous, à toutes de votre présence. Alban Verbeek, je le disais, on se donne rendez-vous dans un instant avec d'autres intervenants. Stéphane Valour d'Orano ou encore Frédéric Paquet, le directeur du campus des métiers et des qualifications d'excellence internationale normand des énergies, pour une autre table ronde consacrée à partir de 17h30 à l'industrie, à l'emploi, à la formation, à l'innovation et à l'impact sur notre territoire normand. Merci beaucoup, j'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Merci également à toutes celles, à tous ceux que vous n'avez pas vus ou entendus. Ils sont derrière des ordinateurs, ils nous transmettent les questions, ils sont également là pour assurer la réalisation de cette table ronde et de la suivante. Merci à eux et rendez-vous dans maintenant, allez, une petite quinzaine de minutes, je pense. Quelle heure est-il ? 17h07, on se donne rendez-vous ici même, chez vous, chez nous, à partir de 17h30 pour parler emploi et formation. Merci beaucoup.